TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur TPT+, ensemble partageons l'information. À la une aujourd'hui, le lancement de la 5G au Congo a eu lieu ce jeudi 21 novembre à Brazzaville sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. En République démocratique du Congo, les forces politiques de l'opposition se sont réunies le mercredi 20 novembre à Kinshasa afin de faire front à la révision de la Constitution qu'envisage le président Félix Tshisekedi. Et au Mali, d'influents soutien des autorités militaires de la transition réclament le départ du chef du gouvernement civil, Chauvel Kokala. Tout de suite, les détails. Ouvrons ce journal par cette actualité. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce jeudi 21 novembre 2024 à Brazzaville au lancement de la 5G. Les moments forts de cet événement dans ce reportage. En appuyant ce bouton rouge devant l'assistance venue nombreuse participer à cet événement, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso vient poser un acte historique pour le Congo en général et la communauté numérique en particulier. Le Congo devient ainsi le pays leader dans la sous-région Afrique centrale à se doter de la 5e génération de réseaux mobiles. Pour constater de visu les effets de cette nouvelle technologie, le président de la République, accompagné du Premier ministre, a eu droit à une visite guidée des stands érigés à cette occasion pour comprendre le bien fondé de la 5G. Du stand robotique au stand speed test, en passant par les stands réalité virtuelle et MTN Dako, c'était une immersion dans l'ère de l'ultra-connectivité. Aujourd'hui, avec ce stand de la robotique, il s'agissait ici de montrer que la 5G apporte une faible latence en termes de commande. Vous pouvez commander des machines à distance avec la 5G, ce que vous ne pouvez pas faire avec la 4G. Et vous avez le stand de la réalité virtuelle, c'était pour montrer la capacité du haut débit. Et la réalité virtuelle, c'est très simple, c'est être dans une ville sans y être. Et vous êtes immergé dans la ville, ou comme si vous êtes ici au Congo et vous suivez des cours dans une université occidentale. Sur la partie maison connectée, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'avec la 5G, on peut connecter plusieurs équipements à la fois. Vous avez dû voir qu'il y a eu un poste téléviseur, des tablettes, au moins 5 autres postes téléviseurs pour que les enfants jouent aux jeux vidéo. Et les parents peuvent suivre la vidéo sur Internet, le streaming sur Internet et les caméras connectées sur Internet aussi. Le stand speed test, pour nous, c'était le clou un peu de la visite. Pourquoi? Parce qu'on montre la vitesse. La vitesse est très simple. Aujourd'hui, sur la 4G, vous atteignez à peu près 150 mégabits par seconde et la 5G vous donne 10 fois plus de vitesse. Vous atteignez 1500, 1600 mégabits par seconde. Donc, vous avez vu que quand on a pressé les deux boutons, la 4G s'est arrêtée, mais la 5G a continué. Donc, c'est pour vous dire que la 5G apporte un autre type de réseau pour nos abonnés et pour nos concitoyens. Tout porte à croire que ce moment symbolique vient à n'en point douter mettre à la disposition des Congolais les dernières technologies de l'information et de la communication à l'effet de leur faciliter un plus large accès au monde numérique. La République du Congo se dote donc de la 5G pour impulser l'économie numérique sous le très haut patronage du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, président de la République. Suivez. Le programme de gouvernement Ensemble poursuivant la marche vers le développement promeut un réel développement dans le secteur des télécommunications et de l'économie numérique. C'est donc dans cette disposition d'esprit que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé au lancement officiel de la technologie mobile de la 5e génération en sigle 5G qui permet de réduire la fracture
numérique. C'est un fait majeur et une réelle volonté. Pourquoi? Parce que nous serons en effet le premier pays de la sous-région à lancer la 5G et le premier pays au sein de MTN de l'Afrique centrale et ouest à lancer la 5G. Donc c'est donc un tournant majeur que le pays est en train de prendre et nous remercions et félicitons l'ensemble des autorités pour le travail accompli. La population congolaise bénéficiera également des bienfaits de la 5G de MTN Congo. La 5G, c'est une évolution de la 4G. Alors quels sont les gros avantages pour nos populations? Avec la 5G, vous avez des vitesses de débit 20 à 30 fois beaucoup plus rapides que la 4G. C'est quoi l'intérêt majeur? C'est que si vous voulez transférer des données, télécharger un certain nombre d'applications, vous les faites 20 à 30 fois plus vite que vous le faites aujourd'hui. Ça, c'est un des premiers intérêts. Le deuxième intérêt, c'est également le futur, parce que la 5G est la technologie qui peut supporter le plus grand nombre de smartphones connectés au même moment. Ce que la 4G ne permet pas de faire, parce que la 4G a quelques limitations. A noter que la société MTN Congo est née du rachat de Libertis Telecom en décembre 2005. Elle est la filiale congolaise de l'opérateur télécom sud-africain MTN. Pour rappel, de nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, le mercredi 20 novembre au Palais du Peuple. Il s'agit des Monsieur Abdelkerim Amadaï Bakit du Tchad, Laura Evangela Suarez du Venezuela et Clay Warner Paul de Belgique. Suivez. Siège officiel du pouvoir politique en République du Congo, le Palais du Peuple a servi de cadre ce 20 novembre 2024 à la cérémonie de présentation des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs dans notre pays. 10h30, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive sous escorte. Exécution de l'hymne national. Salut du drapeau et passage des troupes en revue. Le diplomate tchadien a ouvert le bal en allant présenter ses lettres de créance par lesquelles il va désormais représenter son pays auprès de la République du Congo. Abdelkerim Amadaï Bakit, qui a gravi plusieurs postes au niveau de son pays et à l'extérieur, nourrit l'ambition de renforcer les relations de coopération entre nos deux pays. Laura Evangela Suarez a ensuite emboîté le pas à son prédécesseur. Le nouvel ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Congo n'a pas manqué de souligner l'excellence des relations de coopération entre le Congo et le Venezuela. Laura Evangela Suarez ne ménagera aucun effort pour œuvrer au maintien de cette coopération. Le Congo et le Venezuela, deux pays qui ont une histoire commune. Le troisième ambassadeur à présenter ses lettres de créance a donc été Werner Paul Claes du Royaume de Belgique. C'est du reste avec un cœur chargé d'émotion que le diplomate belge s'est présenté devant le président de la République, signe de la profondeur de sa pensée devant ses nouvelles responsabilités dans le renforcement des relations entre le Congo et la Belgique. Il n'a pas caché sa satisfaction et sa joie d'être en poste à Brazzaville. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a aussi reçu le mercredi 20 novembre au Palais du Peuple les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo, des excellences Marshal Anne de l'Union européenne, Zi Ouamadoda Ubing Kalakou d'Afrique du Sud, Iman Sami Yakout d'Égypte. Images et commentaires. Anne Marshal est la 4e diplomate à franchir ce mercredi 20 novembre 2024 le perron du Palais du Peuple, l'ambassadrice de l'Union européenne qui a présenté les lettres de créance au président de la République Denis Sassou Nguesso, a occupé les fonctions de chef de mission adjointe de la délégation de l'Union européenne au Pakistan de 2016 à 2020. Avant de poser ses valises à Brazzaville, elle était depuis 2021 chef de division des affaires consulaires au service européen pour l'action extérieure. En s'acquittant à cette exigence diplomatique, la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne s'engage, écrit-elle dans le livre d'or, à œuvrer avec grande sincérité au développement du partenariat Union européenne-Congo. Iman Sami Yakout
ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d'Égypte, était la 4e diplomate à sacrifier à cette coutume diplomatique. Détentrice d'un master en études diplomatiques obtenu à l'Université de Malte en 2013, Iman Sami Yakout a occupé plusieurs fonctions au ministère des Affaires étrangères et auprès des services extérieurs de son pays. Le Congo et l'Égypte ont établi leurs relations diplomatiques en 1964. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération et échangent régulièrement de délégations. L'Égypte, membre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, s'employera sans relâche aux côtés du Congo à trouver une solution durable à la crise libyenne, rassure la diplomate égyptienne. Cet rituel diplomatique a été bouclé par la réception de lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Afrique du Sud par le président de la République. Ziwamadoda Aupington Kalako, qui prend ses fonctions à Brazzaville, est économiste de formation, ancien député du parti au pouvoir et a connu la prison de Robben Island. Le nouvel ambassadeur sud-africain envisage sous son mandat apporter une nouvelle impulsion aux relations excellentes qui existent entre le Congo et l'Afrique du Sud. Rien à voir avec ce qui précède. Le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Digne Elvis Okombi à Tchalisson, a procédé le mardi 19 novembre 2024 à la remise d'un chèque aux jeunes de la coopérative Terre et Jeunes de Brazzaville à l'issue de l'opération Matissa Affaires, une initiative lancée par la génération auto-entrepreneur. Un reportage de Michel Opakwele et Modeste Ollo. À l'issue de l'opération Matissa Affaires, une initiative lancée par la génération auto-entrepreneur dans le but d'accompagner les jeunes entrepreneurs, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Digne Elvis Okombi Tchalisson, a procédé ce mardi 19 novembre 2024 à la remise d'un chèque de 1 million de francs CFA aux 21 jeunes de la coopérative Terre et Jeunes de Brazzaville pour le bon fonctionnement de leurs activités agricoles, question de faire d'eux des autonomes. Aujourd'hui, nous sommes venus ici parce que nous avons ces jeunes qui travaillent sur 2 hectares, qui ont un projet et qui ont un problème d'irrigation. Donc, il leur manquait des personnes ressources, des personnes de bonne volonté pour les apporter de l'aide. Donc, nous sommes venus ici pour leur dire que nous n'avons pas le monopole de tout faire, mais nous pouvons vous appuyer. Être en mesure de réaliser ces plantations afin d'obtenir des bons résultats, c'est ainsi les attentes de la génération auto-entrepreneur. Nous, c'est de voir ces jeunes réussir dans ce qu'ils font. Et que demain, à travers ce que ces jeunes font, nous puissions avoir d'autres jeunes qui s'inspirent de ces jeunes-là pour dire que s'ils ont réussi à faire les 2 hectares que nous sommes en train de voir, s'ils ont réussi à gagner de l'argent, à faire des chiffres d'affaires, ça permettra à d'autres jeunes de pouvoir se lancer. Notre satisfaction serait de voir que des jeunes prennent à bras le corps le mot d'ordre que nous donnons, l'orientation que nous donnons, de façon qu'ils s'investissent énormément dans l'auto-entrepreneuriat, parce que comme nous le disons, c'est par l'auto-entrepreneuriat que nous allons créer des emplois. Soutenir les jeunes dans leurs ambitions, il n'y a rien de plus mieux que cet appui. Cet argent que nous avons reçu aujourd'hui est pour ouvrir une grande étendue d'eau, car ici, nous avons des difficultés d'eau. C'est un corvée d'arroser avec des arrosoirs. Je remercie le coordonnateur pour ses bienfaits, surtout pour cette initiative. Ces jeunes entrepreneurs agricoles exerceront leurs activités sur un site qui comporte 2 hectares, dont 1 hectare pour la plantation des légumes et ciboulettes et un autre pour la plantation des papayes. Rappelons que l'opération Matissa Affaires s'étendra sur toute l'étendue du territoire congolais. Lancement officiel le mardi 19 novembre 2024 à la Chambre de commerce de Pointe-Noire du projet Mossala, une initiative faite dans le cadre de l'année de la jeunesse visant à mobiliser 5000 jeunes sans discrimination de sexe à l'accompagnement dans l'insertion économique. Une cérémonie patronnée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Gwelandele. Un reportage de Maurice Bikindou rendu par Ramatidiane Okianza. C'est en présence du ministre de la Jeunesse et de Sport, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Gwelandele, que s'est tenu ce mardi 19 novembre à Pointe-Noire le lancement du projet Mossala en édition participée
à la caravane Moussala. Ce projet qui se fera dans 4 départements du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso et Dolisie, vise à accompagner les jeunes Congolais et Congolaises dans leur parcours d'insertion professionnelle et à couvrir les besoins des employeurs en ressources humaines qualifiées, notamment dans des filières clés de la diversification économique du pays, en réduisant ainsi les inégalités femmes-hommes en matière d'accès à un emploi de qualité. Moussala se décline en 3 composantes qui visent premièrement à appuyer la structuration et le pilotage du dispositif de la formation qualifiante et de l'emploi. Deuxièmement, c'est l'appui du Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage FONEA. En dernier, c'est l'appui à la mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi de l'Agence congolaise pour l'emploi. À cet effet, lors de cette cérémonie, 4 discours ont été prononcés, notamment celui de Madame Mesli Pino Kiazabou, maire de l'arrondissement 1 Lumumba, qui a exprimé sa satisfaction face au lancement de ce projet à Pointe-Noire. Monsieur le ministre, au nom de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, au nom des populations de l'arrondissement 1 Lumumba et en mon nom propre, je vous adresse mes salutations respectueuses et chaleureuses. Nous avons l'immense honneur de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement officiel de la caravane de renforcement de l'adéquation formation-emploi dénommée Moussala. Votre présence témoigne de votre engagement profond en faveur de la jeunesse, moteur indispensable du développement de notre pays. Cette initiative novatrice est d'une importance capitale, notamment en cette année décrétée année de la jeunesse par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Les populations de Lumumba, conscientes des enjeux de cette démarche, se réjouissent d'y prendre une part active. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie. Nous formons le vœu que cette caravane Moussala soit une réussite éclatante au service de la jeunesse et du développement de notre nation. Ensuite, Madame Véronique Wagner, déléguée du consul de France, a pris à son tour la parole en se réjouissant elle aussi de cette belle initiative. C'est un grand plaisir pour moi d'être ce matin parmi vous pour participer au lancement de la caravane Moussala, destinée au renforcement de l'adéquation formation-emploi. Cet événement marque un nouveau temps fort entre le Congo et la France, autour de notre partenariat renforcé dans le domaine de la formation des jeunes et de l'emploi. Il s'inscrit en effet dans les orientations prioritaires de la France, aux côtés de la jeunesse africaine et notamment de la jeunesse congolaise. L'Afrique abrite la population la plus jeune du monde, avec plus de 60% de ses habitants âgés de moins de 25 ans. Cette dynamique démographique, elle doit contribuer à l'essor de l'employabilité des jeunes, qui permet de stimuler la croissance, réduire les inégalités et garantir le bien-être économique aux jeunes Congolaises et aux jeunes Congolais. Je pense aux nombreux soutiens apportés pour consolider la formation initiale et continue dans les métiers de la santé. Sages-femmes, aides-soignants, infirmiers, responsables, je pense notamment à une cérémonie l'année dernière de clôture d'un grand projet de 6 ans à l'école de santé Lukaba. Il s'agit aussi des appuis qui sont déployés pour améliorer l'intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi, au travers de l'accompagnement des 6 CFA, les centres d'enseignement et de formation et d'apprentissage, devenus des centres de référence pour former des ouvriers et des techniciens qualifiés, dont une partie est appelée à devenir à leur tour des chefs d'entreprise. Ce projet bénéficiera à 5000 jeunes, dont 50% de filles, qui seront accompagnées dans un parcours d'insertion professionnelle. 3 services publics de l'emploi et de la formation qualifiante seront renforcés et outillés pour mieux orienter et accompagner les jeunes, diplômés ou non, vers un emploi de qualité. Des offres de formation en lien avec les secteurs clés de l'économie nationale ciblées seront consolidées et rendues plus pertinentes et leur qualité certifiée. Rappelons que ce projet Moussala entre en résonance avec l'année de la jeunesse proclamée par le gouvernement.
Autre chose dans ce journal, le phénomène des arnaques en ligne prend de l'ampleur au Congo malgré la traque des arnaqueurs. Une nouvelle technique fait du chemin, c'est l'arnaque à l'investissement en ligne qui a pour objectif d'emmener les imprudents à investir de l'argent avec la promesse d'en recevoir le double. Prince Charlie Chikaya tire la sonnette d'alarme dans ce reportage. Il est vrai que le Congo est attaché aux valeurs universelles de liberté d'expression. Un aspect qui est foncièrement lié à nos valeurs coutumières qui fondent la pudeur comme une norme sociétale. Seulement, force est de constater que de nos jours, les jeunes, particulièrement ceux appartenant à la gente féminine, s'exposent à tout va sans hésitation sur les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de TikTok, Facebook, Twitter et autres. Ces compatriotes se montrent et se présentent en révélant leur corps. Cette jeunesse n'a-t-elle plus de retenue? C'est la question que l'on pourrait se poser au regard de cette liberté non encadrée et sans frein dont ils font preuve. Il ne passe plus un jour sans qu'une vidéo ou une image ne révélant les parties intimes d'une jeune fille ou d'un jeune garçon soit publiée. Et même dans la rue, ces adolescents se baladent avec des vêtements très courts, petites culottes, petits hauts, laissant voir parfois leur intimité. Pour ceux et celles qui portent des piercings et des tatouages, l'objectif est de les montrer aux yeux de tous. Où sont les parents de ces enfants? À première vue, les premiers responsables de cette dépravation de mœurs chez les jeunes sont les parents. En effet, la cellule familiale représente l'unité fondamentale de la structure familiale. Elle joue donc un rôle primordial et central dans la vie affective, sociale et éducative des enfants. Si ce cadre essentiel pour la socialisation et le développement des individus au sein de la société a raté ses missions, il est clair que les résultats sont ce que nous observons aujourd'hui. Il serait donc judicieux que les parents cessent d'être démissionnaires et reprennent leur rôle au sérieux, au risque que ce soit l'État qui prenne les choses en main et fasse appliquer la plus stricte des rigueurs. Vous venez là de suivre le reportage sur la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux. Poursuivons ce journal en République démocratique du Congo pour faire front à la révision de la Constitution qu'envisage le président Félix Tshisekedi. Les forces politiques de l'opposition se sont réunies le mercredi 20 novembre au siège de la Senco à Kinshasa. Joël Vicerache et Modeste Ololo pour ce reportage. Les principales forces politiques de l'opposition congolaise regroupant le FCC, la MOCA et Ensemble pour la République se sont exprimées pour rejeter fermement le projet de la révision de la Constitution porté par le président Félix Tshisekedi. Cette initiative, selon elle, représente une menace grave pour la souveraineté nationale et la démocratie en République démocratique du Congo. Lors de cette déclaration commune, les opposants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de plan diabolique visant à changer la Constitution et à consacrer la balkanisation du pays. Dans ces adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution. Ils ont aussi rappelé que l'article 64 de la Constitution impose au peuple congolais de se lever comme un seul homme pour faire échec à toute tentative de subversion des institutions démocratiques. Empêchant M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi.
présidence à vie en République démocratique. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. D'où l'opposition a appelé les Congolais, aussi bien dans le pays et dans la diaspora, à organiser des manifestations pour défendre la Constitution de 2006. Rappelons que c'est dans un temps grave que les forces politiques de l'opposition ont déclaré « Peuple congolais, l'heure est grave, réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté ». D'influent soutien des autorités militaires de la transition au Mali réclame le départ du chef du gouvernement civil Choguel Kokala Maïga après des propos critiques qu'il a tenus récemment. Le Conseil des ministres qui était prévu le mercredi a été annulé à la dernière minute. Suivez. En pris d'assaut le Centre international de conférence de Bamako pour, selon elle, célébrer l'an 1 de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes et surtout pour dire qu'elles sont contre les déclarations du Premier ministre. Samedi dernier, lors d'un meeting, Choguel Kokala Maïga a mis en cause la gestion de la transition par les autorités militaires. Je suis là aujourd'hui pour commémorer la victoire de Kidal et pour soutenir aussi la transition et pour barrer la route aussi à la déclaration du Premier ministre qui ne fait pas la fierté des Maliens. Le Premier ministre, lors de son meeting, s'est surtout plaint d'être écarté de la prise des grandes décisions qui engagent la vie de la nation, notamment sur le report des élections qu'il dit avoir appris à la télévision en même temps que les autres Maliens. Pour Boubacar Traoré, président du mouvement patriotique pour la solidarité nationale, cette mise à l'écart, même si elle était vraie, ne saurait expliquer la sortie du Premier ministre. Nous sommes là pour dénoncer les agissements les propos du Premier ministre. Parce que nous pensons que quand on est Premier ministre, on a une responsabilité, surtout dans un moment très difficile comme ça de transition. Donc on a normalement un devoir de réserve. Donc un Premier ministre qui sort avec des propos comme ça, des divisions, vraiment on ne pouvait pas rester silencieux par rapport à ça. Pour les partisans du Premier ministre, sa sortie s'explique par sa volonté de donner plus d'explications sur le fonctionnement de la transition, car il estime que ce peuple qui place beaucoup d'espoir en cette transition ne sait rien de ce qui se passe entre les murs. Le Premier ministre a un devoir de redevabilité envers ceux qui l'ont porté à la primature. Parce que je rappelle à tout le monde que le Premier ministre est issu d'un consensus par rapport à ceux qui ont mené la révolution malienne. Donc il avait un devoir de redevabilité et de donner compte à la population de ce qui se passe. Et dans ce cadre-là, il a dénoncé deux situations, notamment le fait qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont en train d'être créés, malgré que les assises nationales l'avaient décrié et avaient recommandé d'arrêter de créer des partis et de les diminuer en plus. La deuxième chose, c'est qu'il a dit que ça fait 2 ans qu'il essaie de rencontrer les tenants du pouvoir pour pouvoir discuter de l'orientation politique à donner au Mali et il n'a pas eu gain de cause. Donc, dans ce cadre-là, moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal ou ce qu'il pourrait y avoir, où il pourrait y avoir un problème. Le Conseil des ministres prévu ce mercredi a été annulé. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Maliens estiment que cela ne présage rien de bon pour le Premier ministre et ses partisans s'inscrivent en faux. Moi, je pense que le Conseil, c'est pas la première fois qu'un Conseil des ministres est reporté au Mali. Et vu la situation, je pense que les acteurs principaux de la politique malienne sont en train de se concerter pour trouver une issue favorable, un consensus par rapport aux problèmes posés aujourd'hui. Donc moi, je ne vois vraiment pas de problème à cela. Les heures et les jours qui vont suivre vont permettre de savoir comment cette situation sera gérée.
Selon les dernières nouvelles, le Premier ministre Choguel Maïga a été démis de ses fonctions et remplacé par le général Abdoulaye Maïga. Revenons à Pointe-Noire pour boucler notre édition. C'est au cours d'une émission télévisée tournée dans le jardin de l'hôtel du lac de Siafoumou que le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Jean Elvis Okombi Chalisson, a donné les détails sur les différentes activités prévues pour la ville de Pointe-Noire, ce après la remise d'un chèque aux jeunes de Brazzaville à l'issue de l'opération Matissa Affaires tenue le mardi 19 novembre dernier. On écoute le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, propos recueillis par Elios Boabé et Christian Ibwanga. Après, non, je crois que nous avons deux activités. La première chose d'abord, c'est la mise en incubation, la formalisation de près de 500 artisans en collaboration avec la direction générale de l'ANA. Mais à côté de ça, nous avons l'appel à projet. L'appel à projet, M. Guisser, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une structure hôtelière, mais avant que nous puissions voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il y a eu un monsieur qui est resté chez lui avec son projet, qui a mûri le projet et qui a mis en œuvre le projet. Nous avons aujourd'hui à Pointe-Noire des centaines de milliers de jeunes qui sont chez eux avec des idées, mais qui peuvent être des idées qui peuvent créer de l'emploi et de la richesse demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions aujourd'hui demander à ces jeunes-là de se mettre dans un processus où ils doivent pouvoir être mis en collaboration avec des acteurs qui vont les aider à formaliser leur projet. Voilà. Une fois qu'on a fini de formaliser leur projet, de les former ensuite et de les financer. Parce que nous disons que la formation plus le financement égale emploi. Mais quand on dit emploi, ce n'est pas la fonction publique, c'est l'auto-emploi. Donc l'appel à projet que nous allons lancer au Choix à Pointe-Noire va rejoindre le cycle de financement que nous avons lancé déjà au niveau de Brazzaville et qui va continuer dans les autres départements. Mais comme je disais, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Vous savez, un projet, vous pouvez commencer que par une idée. Voilà, vous savez, des jeunes comme Mark Zuckerberg qui a créé Facebook a commencé par une idée dans une chambre d'hôtel, voilà, dans un campus. Et aujourd'hui, c'est devenu parmi les hommes les plus riches de ce pays. Les Mark Zuckerberg, ici, nous les trouvons dans nos quartiers, nous les trouvons dans nos maisons. Voilà, ces jeunes qui ont des idées qui peuvent porter dans notre pays, nous pouvons les trouver partout. Mais deux fois, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la possibilité de rencontrer des hommes d'affaires riches, des hommes d'affaires qui ont des moyens, des hommes qui peuvent les accompagner. Ils n'ont peut-être pas aussi la possibilité de rencontrer les autorités politico-administratives. Ils n'ont pas la possibilité de rencontrer des gens qui peuvent leur dire « Petit, voilà le projet que tu as, voilà comment je peux t'aider pour réaliser ton projet. » Donc nous, ce qu'on veut, au-delà de tous les discours, c'est de créer un cadre qui permette que ces jeunes-là puissent dire « Voilà mon projet. » Et en ce moment-là, mettre face à ces jeunes-là des hommes d'affaires qui peuvent en ce moment leur dire « Bon petit, ce projet-là, voilà comment tu vas le faire. » Et si à la fin de ce processus, nous pouvons trouver des financements pour donner à ces jeunes pour monter leur projet, en ce moment-là, nous dirons merci. Retenons qui ne travaille pas ne devrait pas en manger. C'est donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite, surtout pour la Télévision Plus, la chaîne du moment. À très bientôt.